Salut à tous, on se retrouve encore une fois avec Jules, le pauvre qui vient d'enchaîner une grosse journée de formation et qui est encore prêt à partager des choses avec nous. Donc là, on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire là en ce moment pour favoriser la biodiversité. Si vous voulez un peu faire connaissance avec lui, allez voir, je mets un lien là de la première vidéo qu'on a fait ensemble sur comment accueillir la biodiversité au jardin. Et donc, comme on disait, en cours d'année, on va faire quelques petites révisions au fur et à mesure de qu'est-ce qu'on pourrait faire en ce moment pour l'améliorer encore, qu'est-ce qu'on peut observer, Et bien du coup, voilà, c'est à toi que je le demande. Donc, qu'est-ce qu'on fait là en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'on fait? Bonjour à tous avant tout et merci encore d'être là, d'écouter. Aujourd'hui, la dernière vidéo effectivement était un peu générale sur plus la démarche, comment est-ce qu'on accueille la vie, comment est-ce qu'on pense une colocation avec le vivant avant de mettre quelque chose en place et pourquoi le faire, est-ce qu'on devrait le faire ou pas. Donc effectivement, renvoi à cette vidéo-là. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer d'être un peu plus précis sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment au jardin, en faveur de la faune, en faveur de la biodiversité. Bon, il va y avoir encore du général, bien sûr, hein, mais on va essayer d'être aussi un peu plus précis sur certaines espèces. Par exemple, en ce moment, le jardin se réveille petit à petit. Donc l'hiver est passé et le végétal, l'animal se réveille, reprend un petit peu vie dans le jardin. On observe de plus en plus de choses et de plus en plus de mouvements. Et que fait la faune, que font les espèces à cette période? Souvent à la sortie de l'hiver, pour la majorité, on va chercher à manger. On va se renflouer un petit peu après cette période difficile, cette période froide. Et puis on va chercher des endroits où se reproduire. Ouais. Donc ça va être les points un petit peu centraux à penser quand on veut aider un peu la faune en ce moment. On peut mettre des nichoirs en place encore là, en ce moment? Alors oui, justement, on peut mettre des nichoirs. Est-ce qu'on devrait mettre des nichoirs? On voit à la dernière vidéo pour ça. Effectivement, il y a déjà certaines espèces qui ont commencé à nicher. Hein. Bien sûr, les grands rapaces, eux, ont déjà niché et ont déjà pondu, sont en train de couver pour certains. Okay. On a même vu des merles déjà ayant construit leur nid, ayant posé certains, pour certains déjà des œufs. Donc la nidification a déjà commencé pour certains, mais pour d'autres pas encore. Il y a encore les migrateurs d'Afrique qui sont en train, ou pas forcément d'Afrique, mais il y a encore des migrateurs qui sont en train de revenir, qui ne se sont pas encore installés. Il y en a encore d'autres qui n'ont pas trouvé le lieu de nidification idéal, qui vont mettre en place, qui vont rechercher des aménagements propices. Donc pour les espèces cavernicoles, effectivement, on peut mettre en place des nichoirs. Et pour les espèces non cavernicoles, donc ceux qui n'utilisent pas des cavités, on va pouvoir maintenir nos haies. Ne plus tailler les haies ou ne plus élaguer nos arbres. D'ailleurs, on rentre dans la période, il est conseillé du 15 mars au 31 août, grosso modo à la fin de l'été, de ne plus tailler les haies, de ne plus élaguer les arbres. Donc c'est interdit, c'est passé, on a un peu de visite, c'est interdit pour les parcelles agricoles, c'est pas directement interdit chez les particuliers, par contre c'est fortement déconseillé. Pourquoi? Parce que c'est des réserves, c'est des lieux propices à la nidification pour beaucoup d'oiseaux, des buissons, des haies, des arbustes, des arbres. Et nos espèces d'oiseaux sont des espèces protégées, donc détruire leur habitat et détruire leur lieu de nidification est interdit, ça pour le coup. Donc s'il y a une espèce de merle, s'il y a un merle qui est en train de nidifier dans votre haie ou une fauvette ou peu importe, on n'a pas le droit d'élaguer nos haies. D'élaguer nos arbres et de tailler nos haies. Donc attendons la fin de l'été pour élaguer et observons plutôt les nidifications qui vont avoir lieu et les allers-retours des oiseaux, des parents pour nourrir leurs petits. Cool. Ça c'est la première chose. On a dit les oiseaux cherchent des lieux de nidification, donc on met en place des nichoirs et on ne taille pas nos haies, on n'élague pas nos arbres. Deuxième chose qu'on peut faire pour les oiseaux, c'est arrêter le nourrissage qu'on a mis en place à l'hiver. Donc l'aide au nourrissage qu'on avait mis en place dans nos mangeoires, on les arrête si ce n'est pas encore fait. Les oiseaux maintenant ont suffisamment à manger pour les insectivores avec le retour des insectes à la bonne saison. Donc si on veut continuer à donner à manger à nos oiseaux, favorisons les insectes dans nos jardins. Créons une zone 5 si ce n'est pas encore fait ou agrandissons maintenant notre zone 5. Laissons des herbes hautes monter, il va y avoir tout un tas d'orthoptères, il va y avoir de nombreux papillons, de nombreuses chenilles qui vont voir le jour dans ces milieux-là, et c'est la meilleure façon d'aider nos oiseaux. Je vais rajouter un petit truc, moi je nourris avec des graines de tournesol, je complémente l'alimentation, mais du coup s'il y en a qui font ça et qui ont des restes de graines de tournesol,
et bien balancez-les dans le jardin. Donc il y a sûrement des oiseaux qui vont finir par en manger un peu, mais c'est le moment où on les sème, les tournesols. Donc plus tard, il y aura des tournesols qui pousseront dans vos jardins et ça les nourrira aussi. Donc au lieu de leur donner directement, faites-les pousser les tournesols et ça marchera aussi. Et puis vous aurez comme ça un stock pour l'hiver prochain, vous récupérez directement sur votre tournesol, vous stockez, puis vous redonnerez à l'hiver prochain, ce qui évitera de racheter du tournesol en plus. Excellente idée. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Toutes les espèces, c'est pas seulement les oiseaux, ils vont rechercher de quoi s'abreuver. Donc si c'est pas encore fait, mettez des abreuvoirs en place. Pour les oiseaux, on va essayer de mettre des coupelles d'eau peu profondes, 2 à 3 cm, par exemple des dessous de pot, c'est très efficace. On va essayer de mettre ça à disposition. Si vous n'avez pas encore, ou si vous avez pour projet de faire une mare ou un bassin, c'est vraiment le moment. En plus, il y a les amphibiens qui sont en train de chercher les sources d'eau, des zones humides, des mares pour se reproduire. Les tritons sont, là du coup, les tritons sont revenus, ils vont commencer à pondre aussi. Là c'est super beau à voir en ce moment. Donc là, effectivement, mettre une mare en place, et là vous allez aider les insectes, vous allez aider les oiseaux, les mammifères, les reptiles. Vous allez voir tout ce beau monde s'activer et très très rapidement autour de votre mare. Génial. Donc là on a vu quoi? On a vu oiseaux, amphibiens, mammifères. On fait quelque chose pour les attirer aussi? Pour les attirer. Qu'est-ce qu'il y a comme mammifères d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on dit mammifères? Alors par exemple, on va avoir Je pense au hérisson, mais exactement, on va avoir le hérisson. J'allais commencer par lui, qui sort d'hibernation là, ou qui est sorti depuis quelques jours ou quelques semaines pour certains. Il va chercher, encore une fois, lui à se nourrir le plus possible. Donc lui, il va sauter sur nos limaces qui commencent à s'activer aussi. Commence à se réveiller aussi, et sur toute une diversité d'insectes et de mollusques. Le hérisson, on peut le favoriser aussi parce qu'il va profiter aussi de chercher une zone de nidification, une zone pour mettre bas. Et donc si ce n'est pas déjà fait, on peut lui proposer un abri. Un abri facile, gratuit, on l'a déjà vu et on a déjà entendu tous ces conseils de mettre. On peut mettre donc des tas de bois. Une haie sèche, la haie de binge, c'est super pour que le hérisson puisse y aller. Maintenant, c'est pas non plus l'endroit idéal pour faire ses petits, parce qu'il va quand même y avoir la couleuvre, il va quand même y avoir beaucoup d'espèces qui sont là à disposition et qui vont peut-être prédater là. Ce qu'on peut faire, c'est proposer un gîte fermé. Donc encore une fois, il va y avoir le gîte gratuit qui va être une cagette par exemple qu'on retourne, on peut mettre une bâche par-dessus et puis là on va mettre des branches, on va mettre de la terre, on va vraiment retourner ou de la paille pour faire un lieu caché, mais en même temps il va avoir cette isolation thermique que va permettre cet abri fermé. La fermeture du coup, donc la bâche ou le truc qui empêche l'eau d'aller dedans. Et en plus, un peu plus de sécurité pour les prédateurs. Donc ça, c'est anticiper un endroit où on les voit souvent, les hérissons, c'est les gens qui stockent du bois pour l'hiver. C'est des palettes posées au sol, le bois stocké dessus et puis une bâche pour pas que le bois se mouille. Là du coup ça fait un endroit avec la palette surélevée en dessous et donc on peut complètement imaginer concevoir un abri hérisson. Moi j'en ai souvent fait, maintenant je fais juste des tas de bois, ça marche aussi. Mais voilà, une palette posée, quelque chose pour que l'eau passe pas en dessous et ensuite un gros tas de bois pour qu'on ne voit pas la palette. Et voilà, ça fait un endroit hyper abrité, c'est efficace, quoi. Alors souvent, ça c'est une des problématiques aussi, c'est qu'on met un tas de bois pour l'hiver, et donc le hérisson va se glisser en dessous, et puis au fur et à mesure de l'hiver, on va enlever les bûches une par une pour les mettre dans la cheminée. Et donc ça laisser toujours un peu, c'est ça. C'est ça, on risque de réveiller le hérisson pendant sa période d'hibernation, et chaque réveil, ça peut être crucial pour lui. Donc soit on met effectivement cette palette, et lui va venir en dessous, donc on peut fermer à la limite sur les côtés à certains endroits et laisser qu'un trou de 13 par 13, 12 par 12, pour que le hérisson puisse passer en dessous. Comme ça, peu importe, si on récupère le bois, lui sera en dessous. Ou alors se dire, une partie du bois, je ne vais pas mettre que mon bois pour ma cheminée, je vais aussi mettre du bois derrière en décomposition, par exemple, qui va servir beaucoup d'insectes, notamment des insectes xylophages ou autres, qui vont pondre à l'intérieur. Et en plus, là, le hérisson aura sa zone toujours de confort, même si nous, on va enlever des bûches, et il aura toujours son espace sécurisé. On risque moins de le déranger, donc moins de le réveiller pendant cette période très difficile. Et pourquoi pas, du coup, il aura toujours cet abri disponible ensuite pour la reproduction à la fin du printemps et au courant de l'été. Ok. Donc ça, c'était pour le hérisson. Il y en a d'autres? On va avoir les chauves-souris aussi. Les chauves-souris sortent aussi. C'est vrai que c'est un mammifère. Il y a des mammifères qui volent. C'est cool. Ils sortent aussi d'hibernation et puis ils vont chercher du coup des gîtes de jour maintenant. Donc ils vont chasser la nuit, mammifères nocturnes. Et la journée, ils vont essayer de se cacher. Alors malheureusement, moi j'observe de plus en plus des chauves-souris qui, à défaut de gîte diurne, à défaut de cavité, c'est la même problématique finalement que les oiseaux qui ne trouvent plus de cavité.
naturels dans les bois avec les arbres ou alors des vieilles façades qui sont rénovées, des bâtiments, etc. Donc on les voit se cacher et faire leur gîte diurne derrière des volets par exemple. Alors là, ils sont en prise aux intempéries, ils sont en prise aux prédateurs. Enfin, c'est vraiment pas un lieu de repos idéal, pour eux. C'est loin d'être idéal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, de nouveau, on peut faire un gîte diurne pour eux. Donc un nichoir entre guillemets à chauve-souris, même s'ils nichent pas dedans, un gîte à chauve-souris, qu'on va pouvoir installer sur nos façades, bien exposé au sud. Tous les détails seront à voir pour cette espèce. Mais voilà, en tout cas, on peut proposer un gîte diurne. Ils sont rapidement utilisé, même si c'est pas la première année, ce sera les années suivantes et ça filera vraiment un très bon. Et c'est pas compliqué à faire, non? Il faut juste un espace où elle puisse passer dessous, l'espacement. Ouais, c'est ça, l'espacement va être la seule caractéristique un peu compliquée, et puis, enfin compliquée, spécifique entre guillemets, et puis de quoi s'agripper sur le bois, donc faut pas que des le bois rainures soit à lisse, l'intérieur, quoi. des rainures ou alors un bois brut. Par contre, c'est un des nichoirs les plus faciles, un des gîtes. Est-ce que toi tu as un plan où tu pourras nous fournir des photos, une vidéo de quelques... Là, donc voilà, si tout va bien, pendant qu'on parle, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et moi je sais que c'est le genre de structure qu'on a intégré nous dans la construction du bâtiment, donc dans le mur, au lieu de faire un gros isolant, on a gardé un petit espace pour les chauves-souris. Et après, sinon, voilà, à bricoler, c'est pas compliqué. Et mettez-en sur vos maisons. Enfin, c'est génial. Puis de voir les chauves-souris, c'est cool. Vous aurez moins de moustiques derrière. Ça, en général, c'est l'argument qui plaît. Et puis, oui, c'est ça. Et on estime qu'une chauve-souris, elle mange à peu près entre 5000 et 6000 insectes par nuit, par chauve-souris. Et souvent, elles sont grégaires, elles vivent en colonie. Donc, on laisse imaginer le nombre d'insectes volants et de moustiques que ça enlève. Génial. Donc, puis souvent on se dit aussi, si je mets une mare, je vais avoir des moustiques. Si on met le gîte à chauve-souris, comme on a fait ici au Jardin des Merveilles, en face de la mare, le problème réglé. Elles auront mangé direct à la sortie, quoi. C'est ça, en attendant que la mare trouve elle-même son équilibre, parce qu'après il va y avoir tous les autres prédateurs, les moustiques, les grenouilles, etc. qui vont... Génial. Donc ça, c'est le gros coup de pouce qu'on peut donner. Chauve-souris, le hérisson, les écureuils, maintenir nos arbres, essayer de créer des continuités si on est sur la création de lieux, la création de jardins-forêts, créer des continuités, des corridors écologiques, parce que l'écureuil n'a pas envie de descendre au sol, là où il est en proie au prédateur. Circuler en haut, donc s'il peut circuler en haut, il le fera. Alors des corridors sur les haies, sur les bordures, avec les bois qu'il y a autour. Par contre, pour les gens, et là du coup je vais faire un peu le contre-truc, mais pour les gens qui voudraient produire des noix, des noisettes, tout ça, vous pouvez, en gardant ça en conscience, avoir des productions de noisettes, machin, isolées dans le jardin, mais pas de corridors qui vont jusqu'à vos noisetiers de production. Gardez les corridors sur les bordures extérieures qui vont vers les forêts s'il y en a à côté de chez vous. Mais s'il y a un corridor qui va jusqu'à votre production de noix ou de noisettes, l'écureuil il est meilleur que nous pour la récolte en général. Donc voilà, peut-être faire attention à ça. C'est un peu peut-être le défaut de trop accueillir les écureuils, c'est que du coup ils font des réserves, quoi. Ou alors il va falloir aller les chercher l'hiver parce qu'ils les ont prélevés, ils sont allés les cacher dans le sol pour se faire des réserves à l'automne. Donc nous il faut que l'hiver on aille chercher les noisettes si on veut récupérer les noisettes qui nous ont piquées. Pourquoi pas, c'est pas cool pour lui. Ok, d'autres mammifères? On est pas mal déjà. Ne pas faire la guerre aux micro-mammifères, ça ce serait une bonne chose. Alors ça c'est une question qui revient souvent sur les petits ratopiers, les petits rongeurs qui font des galeries dans le jardin. Comment on fait pour se débarrasser de ça? Comment on fait pour faire avec? Je préfère cette question. Voilà, c'est quand même, si on parle de permaculture, on est sur inclure au lieu d'exclure les éléments qui sont problématiques où le problème devient la solution. Il faut accepter toutes les espèces qui sont dans le jardin, en tout cas toutes les espèces qui sont locales. Pourquoi? Parce que chaque espèce a un rôle écologique à jouer dans le jardin. Donc à partir du moment où on sélectionne, et qu'on commence à considérer qu'il y a des auxiliaires, qu'il y a des ravageurs, finalement c'est la porte ouverte à des déséquilibres dans le jardin. Et finalement créer la disparité entre auxiliaires et ravageurs, c'est finalement ouvrir la porte aux ravageurs, puisque je vais enlever certains éléments du système qui auraient pu participer à l'équilibre et à la résilience. Ouais, réussir à lui trouver sa place quand même, quoi. Réussir à comprendre sa place qu'il a dans le système pour se dire du coup il est essentiel, quoi.
Donc la première chose qu'on peut faire pour ça, ça va être les étudier et puis se rendre compte que finalement ils ne sont pas problématiques si jamais ils ont leur rôle à jouer. Si on apprend leur rôle ou qu'on apprend leurs prédateurs, ils font partie du... Moi il y a un truc pour ça et du coup j'ai souvent donné cette réponse de déjà favoriser la biodiversité au maximum. Plus il y a d'espèces, plus ça sera régulé. Et qu'est-ce qui mangent ces rongeurs-là? Ça va être surtout les rapaces et surtout les rapaces nocturnes, puisque ces rongeurs ils sont malins, ils sortent pas souvent de leur galerie mais ils sortent quand même surtout la nuit. Et du coup mettre dans le jardin des perchoirs à chouettes et compagnie, puisque les rapaces nocturnes, pour chasser, contrairement aux rapaces diurnes qui eux vont planer pour observer, voire faire le petit vol stationnaire là, les rapaces nocturnes, eux ils sont posés sur un perchoir et ils attendent, et quand ils repèrent un truc, ils vont fondre dessus. Donc mettez des perchoirs répartis dans le jardin. Si vous avez un grand jardin, vous pouvez en mettre plusieurs. Et vous verrez que c'est efficace au moment où vous commencerez à trouver des pelotes déjection au pied des perchoirs. Et là, c'est que ça marche. Voilà. C'est ça. En plus des perchoirs, on peut mettre, comme ici, ce nichoir à petit duc, où à côté on a... je ne sais pas si vous voyez au fond, là, il y en a un derrière. Un petit peu caché. Et des nichoirs à chouette chevêche, à chouette hulotte, ça va dépendre du milieu, si on est dans des milieux ouverts, les milieux forestiers. Créer l'habitat, créer la nourriture, ou en tout cas s'il y a de la nourriture, donc en l'occurrence des micro-mammifères, il faut qu'il y ait aussi de l'habitat en plus du perchoir pour que le rapace nocturne soit dans les parages. Voilà. Moi je dis souvent de faire le gîte et le couvert. Quoi que vous vouliez accueillir, le gîte et le couvert, il y a tout ce qu'il faut. Et là pour la chasse, les perchoirs en plus, encore un petit plus, mais voilà, normalement là ça régule pas mal. Petit détail aussi sur les micro-mammifères, on a tendance à tout mettre ensemble, des rats, des souris, des campagnols, les ravageurs, c'est problématique. Il y a des espèces de micro-mammifères qui sont protégées par la loi, donc c'est interdit de les tuer, c'est interdit de les malmener ou de détruire leur habitat, à l'image du muscardin par exemple, qui est un super petit, très mignon petit mammifère, qui utilise aussi certains nichoirs d'ailleurs, donc on peut favoriser en mettant un nichoir à tel endroit plutôt son activité à tel secteur du jardin. Voilà, et puis ils sont pas tous méchants quoi. Il y en a, ils voient un petit rongeur qui passe, ou quand on bouge le tas de compost, on voit un petit truc et on se dit ça y est, c'est un prédateur, enfin c'est un ravageur, ça pourrait être un prédateur. La musaraigne par exemple, c'est important au jardin. Donc voilà, ils sont pas tous méchants. Avant de trop agir, réfléchissez. Mais ça en même temps c'est le premier principe de permaculture, si je me trompe pas. Observer d'abord, interagir ensuite. C'est d'ailleurs, tu dis ça encore une fois très bien et mieux que moi, la première chose qu'on peut faire pour aider la faune dans le jardin, observer un peu ce qui se passe partout autour, observer les différentes espèces. Et donc, quand on a l'espèce, on sait un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour la favoriser. C'est passionnant quoi. Un petit truc sur les reptiles? Alors les reptiles, ils ont, c'est pareil, l'hiver, étant donné qu'ils sont ectothermes, donc c'est-à-dire qu'ils sont... à sang-froid quoi. C'est-à-dire que leur chaleur est en fonction de la température extérieure, la température corporelle est en fonction de la température extérieure, donc c'est comme nous l'hiver, quand on est un peu engourdi, eux c'est la même chose, c'est pour ça qu'on ne les voit pas au jardin, on ne voit pas les serpents, on ne voit pas les lézards, ils sont tout engourdis, ils n'ont pas leur métabolisme n'est pas assez chaud pour pouvoir partir en chasse. On commence il y a quelques jours, on a vu les premiers lézards verts, les gros lézards verts. Là, Alors, on en a vu justement un cet après-midi pendant la formation. C'est pareil, les lézards des murailles, on les voit de plus en plus sur les pierres. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, pour les favoriser justement? Des murets en pierre sèche, si ce n'est pas encore fait, des petites zones où ne serait-ce que des pierres un peu empilées, si on n'a pas l'espace ou le lieu pour faire des murets en pierre sèche. Ça va permettre... ça va leur permettre effectivement de réguler leur température, de partir, de se réchauffer. Et par exemple, le lézard des murailles, c'est 33-34 degrés de leur température. Donc ils vont se mettre au soleil jusqu'à obtenir cette température et ensuite ils vont pouvoir partir en chasse et se nourrir. Donc des murs en pierre et donc comme tu dis, pierre sèche. C'est idéal parce que donc, les espaces entre les pierres, pour les lézards des murailles, c'est top, mais il y a plein d'autres bestioles qui vont passer l'hiver entre les pierres parce que ça garde un peu la chaleur, les coccinelles, quoi d'autre, enfin, voilà, il y en a plein. Araignées, la liste est très très longue. Et pour ceux qui ne savent pas faire des murs en pierre sèche, un tas de cailloux, ça marche aussi. Faites un tas de cailloux dans un coin, essayez de faire en sorte qu'ils ne s'anerbent pas trop, souvent il y a des ronces qui peuvent pousser dedans, juste un tas de cailloux et une fois par an, désherbez-le, que les pierres voient le soleil, et ne serait-ce que ça attire pas mal. Quoi. Ouais. Et puis si on peut, essayer d'avoir une certaine hauteur, d'avoir une certaine densité quand même dans notre massif rocailleux, parce que plus on va être haut, plus ça va être exposé au soleil, plus ça va chauffer, donc ils vont plutôt se mettre plus haut quand ils veulent obtenir une température assez haute, et puis à l'inverse, quand ils vont avoir trop chaud, pendant les jours très très ensoleillés, ils vont plutôt descendre et aller se rapprocher du sol, là où il va y avoir plus de fraîcheur. Donc ça c'est intéressant. Il va y avoir également des gîtes spécifiques pour ce qu'on appelle les abris à reptiles. Donc là ça va
être un petit peu plus compliqué, mais il y a des plans qui se trouvent facilement sur internet, ce qui va permettre non seulement de se réchauffer et donc de partir en chasse, mais aussi de se reproduire. Donc dans notre massif rocailleux, il va aussi y avoir un endroit par exemple où on va intégrer... Il commence. J'espère qu'on aura bientôt fini, là il se met à pleuvoir, allez non on va y arriver. On peut intégrer une zone de sable par exemple pour certains lézards qui vont pondre dans le sable. Ah bah voilà, et ensuite, j'allais dire ça. Avec le massif rocailleux, si on a de l'ardoise, dans certaines régions on peut mettre de l'ardoise par-dessus, c'est des matériaux qui chauffent encore plus. Faites des tas, tas de bois, tas de pierres, tas de sable, et voilà, ça c'est efficace. Ouais. Tu prends de l'avance sur la suite des réponses. Si on veut aider la faune, il faut aussi aider les insectes. D'accord, on n'a pas de mammifères, on n'a pas d'amphibiens, on n'a pas de reptiles, on n'a pas d'oiseaux, ou en tout cas beaucoup moins si on ne favorise pas les insectes. Et pour favoriser les insectes, il y en a énormément qui utilisent des tas de bois, soit les insectes xylophages, soit les insectes qui pondent dedans, ou qui vont chasser dedans. L'image des carabes dans les tas de bois qu'on a juste à côté du potager, ils vont nous réguler nos pucerons, ils vont nous réguler nos limaces au jardin. Carrément. On a plein de prédateurs comme ça qui utilisent ces zones, soit pour nidifier, soit pour chasser. Beaucoup d'insectes, de guêpes solitaires qui vont faire leur terrier dans les tas de sable. Et alors du coup, nous, ce qu'on fait tous les ans, on fait un tas de sable qui chauffe avec le soleil, tout ça, c'est génial. Et par contre, pensez tous les ans à le remettre un peu à zéro, désherber, remettre un tas de sable. Soit vous faites un nouveau tas de sable, soit l'ancien, vous le nettoyez. Tas de terre, tu disais, pareil, il y a beaucoup d'insectes qui vont faire leur terrier, à condition que la terre soit vraiment exposée plein soleil pour que ça chauffe. L'image aussi des abeilles, quand on dit on veut sauver les abeilles, eh bien on va mettre des ruches, ça va concerner que les abeilles domestiques qui font du miel. Il nous reste encore plus de 900 espèces d'abeilles sauvages et on a une grosse majorité, on a de mémoire autour de 70% des abeilles qui sont fouisseuses. Donc ils vont pondre là de nouveau on y retourne, soit dans le sable, soit dans le bois, soit dans la terre. Voilà, donc vous mettez des petits tas un petit peu partout, ça peut s'intégrer à des haies, ça peut s'intégrer au potager, ça peut être en lisière comme ça sur une haie sèche, ça peut être un petit peu partout au jardin. Dans l'idée de favoriser les insectes aussi et donc par extension toutes les autres espèces, donc créer une zone sauvage, ça on l'a dit, augmenter ou créer cette zone 5 si ce n'est pas encore le cas. Et puis laisser monter aussi, on ne va pas tondre forcément tout son jardin parce que si on va laisser monter, laisser s'épanouir laisser les graminées sauvages à finir leur cycle. Complètement, là on va avoir tous les orthoptères qui vont arriver, qui vont investir le lieu. Et par exemple la chouette chevêche qui elle, 70% de son régime ça va être ces gros insectes là, ces orthoptères par exemple, ou la courtilière ou autre, ils vont se régaler dans vos herbes hautes à venir chasser dans votre jardin. Ok, cool. Après, pareil, je renverrai sur la vidéo que j'ai faite sur la biodiversité. Et donc, parce que là, on ne va pas refaire à chaque fois le même truc, c'est toujours favoriser la flore sauvage, la flore spontanée, laisser pousser un peu ce qui pousse naturellement, ne pas tout désherber, ne pas tout faucher, arrêter les pesticides, enfin voilà. Je vous renvoie sur la vidéo biodiversité où on fait un peu tout les règles de base, on va dire. Oui. Alors cette période-là, en ce moment, justement, si on laisse un petit peu juste la végétation spontanée arriver, on va avoir énormément de fleurs sauvages qui vont arriver. Et là, on va avoir tout un tas de butineurs, on va avoir les cirques, on va avoir les bourdons en ce moment qui sont en train de justement de butiner tout ce qu'ils peuvent avant de commencer à créer leur colonie et chercher leur terrier. Il va y avoir beaucoup de papillons qui arrivent là. Enfin, là, beaucoup de chenilles dans les orties, tout ça, on voit des amas de chenilles qui vont faire les plus beaux papillons qu'on ait bientôt dans la petite tortue, le pan de jour. Il y a des papillons qui sont magnifiques dans les orties, donc laissez pousser vos orties par exemple. Alors, il y a plein d'autres choses qu'il faut laisser pousser, mais les orties c'est top. Ce que j'aime bien justement, c'est cette idée de chaque plante sauvage ou chaque mauvaise herbe a son papillon. À minima. Mauvaise herbe, n'oublie pas les guillemets. Et à minima, c'est pour ça que je lui donne tout de suite une importance. Donc à minima une espèce, si ce n'est bien d'autres. L'ortie, ça va être des dizaines. Le roncier, ça va être aussi, ça va nourrir des centaines d'insectes. Je crois qu'on est à plus de 120 insectes. Favoriser un petit peu cette végétation spontanée. Lui, faites pas la guerre, elle va vous rendre plein de services au jardin. Vous allez vraiment gagner en résilience. La dernière chose auquel on peut faire attention à cette période-là, ça va être les pièges au jardin. Dans les pièges au jardin, on va compter plusieurs choses. Par exemple, si on a fait une mare ou si on a un bassin avec des abords trop abrupts, les animaux risquent de chercher à venir boire dedans. En plus, à mesure qu'il fait de plus en plus chaud, ça va être de plus en plus récurrent. Et s'ils n'arrivent pas à sortir, ils risquent de se noyer. Donc faire attention à ça. Premier piège, les noyades. Des petits marchepieds, des pentes douces, des pierres au milieu d'un abreuvoir, etc. Attention sur les nichoirs. Il y a des nichoirs qui sont mal conçus ou qui sont
sont peints ou avec le trou d'envol qui va être trop bas, ça peut devenir des pièges pour la nicher plutôt que de rendre service. Donc attention à ça, il y a beaucoup de choses sur Permafaune ou sur nichoir.net où on nous apprend à construire des nichoirs très facilement et qui ne deviennent pas des pièges pour la nicher. Il va y avoir aussi le dérangement. Attention, ça peut devenir un piège entre guillemets parce que une espèce va chercher à nidifier quelque part parce qu'on n'a pas encore investi le jardin. Et puis finalement, si on fait que passer, investir le lieu au même endroit, et bien une espèce qui avait commencé à nicher là, et elle va finir par abandonner sa nichée parce qu'on est trop présent. On l'a vu un peu ce matin avec la mésange. Il a posé des nichoirs il n'y a pas longtemps et non un nichoir pour une mésange, enfin pour un mésange, et on est passé à côté et la mésange, on voyait qu'elle voulait venir, mais vu qu'on était autour, elle ne pouvait pas venir, elle attendait, elle tournait autour. Donc si vous posez des nichoirs et que les nichoirs sont habités, observez-les, mais de loin, elle n'est pas trop dérangée non plus. Alors ce qui était rigolo, c'est qu'elle avait une petite brindille, elle avait de la mousse, elle commençait à faire son nid. Alors pour résoudre ce problème, et pas que pour les oiseaux, pour toutes les espèces, ça va être repenser ou créer, peut-être aménager des zones de circulation dans son jardin. En fonction des haies, en fonction des nichoirs, en fonction des habitats des espèces, on sait qu'ils vont se reproduire là, donc ils vont être très sensibles au dérangement. On est des super prédateurs à leurs yeux, on a un peu peur, mais ils ont très très peur de nous. Donc on va penser notre circulation à nous et penser leur circulation à eux et essayer de cohabiter. Ok, cool. Il y a un petit truc que je rajouterais, si vous avez des réserves d'eau, d'eau de pluie, tout ça, c'est une éponge. Souvent les gens ils se demandent pourquoi il y a des éponges dans mes réserves d'eau. Donc éponge en matière naturelle s'il vous plaît, c'est mieux. Et juste une éponge qui flotte dans l'eau, ça permet pour les insectes qui tombent dans l'eau et qui n'arrivent pas à redécoller, ça ne sait pas nager souvent ces insectes-là, et bien ils vont réussir à s'accrocher à l'éponge, monter dessus, se sécher les ailes et ils vont pouvoir redécoller. Donc ne serait-ce que laisser une éponge posée dans les réserves d'eau, ça peut sauver pas mal de petites bestioles. Super. Dernier petit piège, la tonte, d'accord, ça va arriver. On a certains endroits du jardin qu'on va être obligé de tondre ou qu'on va vouloir tondre. Simplement faire des tontes alternées. D'accord, on va vouloir tondre une certaine bande et ensuite on va revenir une semaine plus tard, on va tondre une autre bande. Voilà. Ça va permettre le déplacement des espèces et donc ça va permettre de ne pas faire un génocide et de permettre aux espèces de se déplacer. Carrément, un génocide. Ok. Super. Ça s'appelle génocide si tu veux. Non, mais c'est bien de le voir des fois de manière extrême, au moins ça fait ah ouais putain on est en train de faire un génocide. C'est vrai que quand tu tonds tout, c'est comme faire une coupe à blanc sur une forêt, c'est tout détruire d'un coup, ça fait des ravages. On s'en rend pas assez compte, mais il y a des centaines d'espèces qui utilisent nos jardins. On peut trouver des solutions pour... On ne dit pas de plus tondre, simplement des tontes alternées. Par exemple, on ne dit pas de plus élaguer ou de plus tailler, mais de ne pas tailler en période de reproduction. Voilà, on s'aménage, on prend en compte nos besoins, on prend en compte les besoins des espèces et c'est ça une cohabitation. Être conscient de ce qu'on fait, quoi. Super. On a fait le tour. C'est génial, j'adore échanger avec lui parce qu'en fait ça donne plein d'idées et ça rebondit dans tous les sens, donc j'espère que c'était intéressant pour vous, en tout cas pour moi ça l'était. C'est toujours un plaisir. Génial. Merci beaucoup pour l'écoute, merci pour l'accueil. Avec grand plaisir. Donc c'est bon pour cette fois et on va revenir, on refera des petites sessions comme ça régulièrement où on vous fera des petits rappels de qu'est-ce qu'il y aurait à faire en ce moment pour favoriser la biodiversité et on espère que ça va marcher. Voilà. Et puis bonne observation à vous, parce qu'il va y avoir de plus en plus de choses qui vont se montrer à vous et qui vont embellir votre jardin. Donc prenez le temps d'observer, il se passe plein de choses au printemps et c'est un régal pour les yeux. Merci. Merci à toi. À bientôt. Donc voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si la vidéo vous plaît et les autres, partagez-les autour de vous. Et si vraiment ça vous plaît, vous pouvez me soutenir sur la plateforme Tipeee. Pour ça, il y a les liens en description par là à la fin de la vidéo. Et comme d'habitude, un grand, énorme merci à tous les tipeurs qui me soutiennent et grâce à qui je peux continuer à prendre le temps de faire tout ça, de rencontrer des gens passionnants et même leur permettre de venir faire des stages au jardin et de partager encore avec nous. Merci à tous, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut. Merci. Yep, c'est dans la boîte.